L'énigme du sang bleu est la réécriture globale des lignées de pouvoir. L'expression sang bleu traverse les frontières linguistiques et géographiques avec une régularité déconcertante, s'invitant dans plus d'une douzaine de langues réparties sur au moins 5 continents pour désigner invariablement la même catégorie d'individus. Il s'agit des dirigeants, des prêtres, des désélus, de ceux qui s'installent confortablement au-dessus des mécanismes de la civilisation ordinaire et manipulent discrètement des leviers invisibles pour le commun des mortels. L'histoire moderne enseigne que cette formulation n'est qu'une simple métaphore poétique, un symbole destiné à illustrer une lignée noble, un héritage aristocratique ou le privilège d'un nom de famille inscrit dans les registres officiels à un moment clé de l'histoire humaine. Pourtant, la recherche historique et scientifique contemporaine commence à soulever des interrogations profondes quant à la nature littérale de cette description, invitant à reconsidérer si, tout au long de l'histoire écrite, une classe spécifique de souverains n'aurait pas été décrite de manière constante comme possédant un sang physiologiquement distinct. En remontant aux racines étymologiques du terme aristocrate dans sa forme grecque la plus ancienne, la science linguistique révèle que ce mot ne signifiait pas originellement posséder la richesse matérielle ou exercer une domination politique brute. Sa traduction littérale renvoie plutôt à l'idée d'un être doté du meilleur sang, ce qui implique une hypothèse profondément ancrée dans le langage lui-même, à savoir que les gouvernants étaient constitués d'une matière biologique fondamentalement différente. Bien que la culture moderne ait été soigneusement conditionnée à interpréter ces tournures linguistiques comme de la pure mythologie ou des récits flatteurs inventés par les élites pour légimer leur trône, la persistance textuelle de ce phénomène à travers le globe suggère une réalité bien plus complexe. Le symbolisme seul peine à expliquer la précision millimétrée avec laquelle ce motif anthropologique se répète au sein de civilisations anciennes qui, selon les manuels d'histoire conventionnels, n'ont jamais entretenu de contact direct ni d'échange culturel. Les archives documentaires de l'Égypte ancienne révèlent que les pharaons n'étaient pas perçus comme de simples humains investis d'un pouvoir politique, mais comme les dépositaires de divins, une force vitale unique et entièrement distincte de celle de la population ordinaire. Les institutions bureaucratiques de l'époque suivaient la pureté de ces lignées avec une rigueur obsessionnelle et une précision administrative qui s'étendait sur plusieurs siècles règne continu. De façon similaire, les chroniques impériales de la Chine impériale primitive affirmaient de manière systématique que les premiers empereurs descendaient directement des dragons. La recherche sémantique moderne indique que la racine pictographique la plus ancienne de ce mot ne désignait pas un reptile ou un serpent légendaire au sang moderne, mais faisait explicitement référence à une classe d'êtres dont la nature biologique et constitutionnelle différait radicalement du reste de l'humanité, marquant ainsi une frontière biologique nette entre les gouvernants et les gouvernés. En autre document d'une importance capitale, la liste royale sumérienne, qui figure parmi les plus anciens manuscrits préservés par l'humanité, mentionne avec un détachement presque bureaucratique des dynasties de rois prédiluviens ayant exercé le pouvoir pendant des dizaines de milliers d'années. Le texte précise ensuite de manière très spécifique qu'après le grand cataclysme du déluge, la royauté à nouveau descendue du ciel, la recherche textuelle souligne l'importance cruciale de ce choix de vocabulaire. La souveraineté n'a pas émergé spontanément du peuple, elle ne s'est pas développée à la suite de conflits territoriaux ou d'un processus d'élection primitive, mais elle est littéralement descendue d'une sphère supérieure. Cette direction verticale et cette origine exogène du pouvoir politique constituent un pilier fondamental que les historiens contemporains peinent à intégrer dans les modèles sociologiques classiques, d'autant plus que ce schéma narratif se retrouve de manière identique dans d'autres traditions religieuses et géographiques éloignées. Cette convergence devient encore plus difficile à ignorer lorsque les chercheurs se penchent sur le mystère des Nephili,
un terme que la plupart des gens associent exclusivement à un unique texte religieux et interprètent généralement comme une simple allégorie littéraire ou un avertissement moral. Pourtant, ces entités particulières apparaissent sous des appellations diverses, mais avec des descriptions physiques et comportementales d'une similitude frappante dans une multitude de manuscrits antiques qui n'ont aucun lien historique ou géographique documenté. Dans les anciens textes hébraïques, ils sont présentés comme les descendants d'Eben à Elohim, les fils de Dieu, qui s'unirent aux femmes humaines pour engendrer une lignée hybride remarquable. Qualifiés selon les traductions de géants, de héros de l'Antiquité ou d'hommes de renom, ces récits ne décrivent pas des êtres purement spirituels, mais mettent l'accent sur une descendance charnelle et biologique dotée de caractéristiques physiques extraordinaires et d'une stature qui les distinguait immédiatement de la population humaine commune. En recoupant ces données avec les tablettes cunéiformes de la Mésopotamie, la recherche met en lumière la figure des Akalus, sept sages d'origine divine, qui, selon les croyances sumériennes, se mêlèrent à la royauté humaine pour jeter les bases de la première grande civilisation, instaurer les codes juridiques et structurer les premières cités-États. Les reliefs en pierre qui ont survécu au temps dépeignent fréquemment ces êtres comme des entités ailées, tenant des objets rituels sacrés et se tenant devant l'arbre de vie, avec des traits anatomiques qui s'éloignent manifestement des proportions humaines standards, loin d'être un phénomène isolé au Proche-Orient. Cette thématique résonne de façon troublante avec les traditions orales des civilisations andines d'Amérique du Sud, où les premiers dirigeants de la cité mystique de Tiwanaku sont décrits comme une race d'êtres de grande taille, à la peau pâle et aux caractéristiques morphologiques uniques ayant précédé les Incas avant de disparaître mystérieusement. Face à une telle profusion de témoignages concordants, la science historique se trouve confrontée à une énigme fondamentale. Pour quelle raison chaque civilisation ancienne de la Terre possède-t-elle sa propre version exacte de ce même récit originel? Pourquoi l'acte de fondation de la royauté est-il systématiquement, dans ses strates textuelles les plus anciennes, des références explicites à des dirigeants qui n'étaient pas entièrement humains, l'explication académique officielle, qui repose traditionnellement sur les concepts de diffusion culturelle, d'archétypes mythologie universelle ou de besoins psychologiques de légitimer l'autorité par le divin, commence à ces limites structurelles. En effet, la théorie de la diffusion exige des contacts physiques et des voies de communication qui n'existaient tout simplement pas selon les chronologies officielles établies par les historiens, ce qui laisse supposer l'existence d'une réalité matérielle sous-jacente que les paradigmes actuels refusent d'explorer en profondeur. C'est à ce carrefour de mystères que s'inscrit l'étude de la Tartarie, un sujet qui suscite un intérêt croissant de cercles de recherche indépendants et bouscule les certitudes établies. La Grande Tartarie, telle qu'elle apparaît de manière récurrente sur les cartes géographiques européennes élaborées entre le XVIe et le XVIIIe siècle, représentait une civilisation monumentale couvrant une partie immense du continent eurasiatique. Pourtant, cette entité politique et culturelle majeure devenue presque totalement absente des manuels universitaires et des discussions académiques contemporaines, créant une véritable anomalie historiographique. Les archives cartographiques de l'époque ne montrent une absence de données ou un manque de documentation, mais révèlent plutôt une rupture brutale dans la transmission du savoir historique, suggérant qu'un pan entier de la géographie politique mondiale a été délibérément occulté au profit d'un nouveau récit plus conforme aux intérêts des puissances émergentes de l'ère moderne. Cette disparition soudaine coïncide avec ce que les chercheurs décrivent comme une forme de réinitialisation ou de grand reset planétaire, survenu à la transition entre l'ancien monde et la modernité. Les chroniques officielles décrivent cette période comme une succession tumultueuse de révolutions politiques, de conflits armés d'envergure, d'épidémies dévastatrices et de réformes institutionnelles majeures. Curieusement, ces événements semblent avoir fonctionné comme un mécanisme de remise à zéro coordonné, transformant de fond en comble les systèmes globaux de gouvernance, les structures commerciales, les méthodes de conservation des archives et,
de manière encore plus significative, les registres généalogiques de l'élite mondiale. Le passage d'un modèle de civilisation à un autre s'est opéré sans la phase de transition désordonnée, ou les étapes intermédiaires qui caractérisent habituellement les évolutions historiques naturelles, laissant place à une structure de pouvoir mondial entièrement réorganisée, mais dont les racines profondes demeurent cachées au public. Au lendemain de cette immense restructuration documentaire, les lignées dirigeantes ne se sont pas volatilisées, elles sont au contraire réapparues sous une forme clarifiée, institutionnalisée et dotée de généalogies officielles élaborées avec une netteté suspecte. Ces nouveaux arbres généalogiques reliaient habilement les nouvelles dynasties à un passé long commodément invérifiable, tout en projetant leur légitimité vers l'avenir à travers les structures étatiques modernes que la société contemporaine reconnaît aujourd'hui comme légitimes. En analysant de près ces registres de noblesse, la recherche met en lumière des incohérences notables et des ajustements documentaires qui suggèrent une falsification orchestrée à l'échelle internationale. L'examen des caractéristiques physiques de ces élites constitutionnelles constitue précisément le domaine où les chercheurs conventionnels préfèrent abandonner leurs investigations, tant les indices matériels bousculent les cadres interprétatifs de l'anthropologie classique et de l'histoire de l'art européen, notamment à travers l'étude approfondie de la peinture-portrait. Le domaine de la peinture de portrait royal en Europe offre un matériel d'étude exceptionnel, s'étendant sur plus de 4 siècles d'histoire de l'art où les peintres de cour rivalisaient férocement pour obtenir la faveur et le mécénat des souverains en démontrant une précision peu absolue. Une analyse méticuleuse de ces œuvres révèle une série d'anomalies physiques récurrentes au sein des dynasties régnantes, notamment des proportions crâniennes singulières caractérisées par une élongation subtile mais mesurable du crâne. Il ne s'agit pas ici des cas extrêmes qui circulent parfois comme des curiosités anthropologiques ou des contrefaçons grossières, mais de structures osseuses distinctes de celles de la population générale représentées dans les mêmes tableaux. Ce phénomène est particulièrement visible dans les portraits d'enfants royaux, où la morphologie crânienne diffère nettement de celle des serviteurs ou des courtisans du même âge, écartant l'hypothèse d'une simple flatterie esthétique de la part de l'artiste. Les portraitistes de cette époque suivaient une formation rigoureuse basée sur l'observation anatomique directe et n'avaient aucune raison technique de déformer de manière constante la stanceuse de leurs modèles les plus prestigieux. Les flatteries traditionnelles de la peinture de cour se concentraient généralement sur la posture générale, la richesse des parures, l'éclat du teint ou l'intégration d'objets symboliques ou voire, tandis que la forme du crâne était simplement reproduite telle qu'elle se présentait au regard de l'artiste. Cette même anomalie morphologique se retrouve de manière frappante, l'art févère de la noblesse égyptienne, dans les sculptures des dirigeants de la culture Paracas au Pérou, et dans les représentations gravées des tout premiers monarques sumériens. Face à cette convergence planétaire, l'argument classique d'une simple convention artistique isolée s'effondre, car ses créateurs appartenaient à des époques et des zones géographiques totalement étanches les unes aux autres. Au-delà de l'aspect purement osseux, la question du sang lui-même mérite une attention scientifique particulière. Car l'existence d'un liquide vital de couleur bleue n'est pas une invention de la science-fiction ou une simple allégorie littéraire. Dans le règne animal, la biologie documente l'existence corporelle basée sur le cuivre, connue sous le nom d'hémocyanine, qui adopte une teinte nettement bleutée ou bleu-vert lorsqu'ils sont saturés en oxygène, contrairement à l'hémoglobine humaine qui repose sur le fer d'une couleur rouge. Les organismes dotés de cette biochimie particulière présentent des capacités physiologiques et des tolérances environnementales radicalement différentes de celles des êtres à sang de fer. Sans formuler de conclusion biologique définitive, la recherche scientifique contemporaine est en droit de s'interroger si les textes anciens décrivent des souverains d'une nature fondamentalement distincte. Pourquoi postuler par principe que leur biochimie interne était rigoureusement identique à la nôtre? Sur le plan historique,
il est remarquable de constater que l'expression littérale de sang bleu fait son apparition au sein de la noblesse européenne à un moment précis qui succède immédiatement à la disparition de la tartarie des cartes officielles. Le terme espagnol sangre azul a émergé sein de l'aristocratie castillane au cours de la période de restructuration qui a suivi les grands bouleversements de la fin du Moyen Lige et d'une ère moderne. L'explication historique conventionnelle affirme qu'il s'agissait d'une simple métaphore visuelle pour distinguer les nobles, dont la peau extrêmement pâle laissait deviner les veines bleues sous-jacentes, des paysans dont le teint était bruni par le travail de la terre. Cependant, cette interprétation se heurte à des réalités génétiques évidentes, car la transparence cutanée ne constitue pas un trait héréditaire stable capable de tracer avec une précision absolue l'appartenance exclusive à une lignée dirigeante. Les manuscrits médiévaux qui détaillent le déroulement des cérémonies royales, en particulier les rituels complexes d'onction et de couronnement, indiquant que l'accès au trône exigeait un examen physique minutieux de l'héritier présomptif. Ces procédures n'étaient pas de simples consultations médicales au sens moderne, mais des rituels ésotériques encadrés par des classes spécifiques de prêtres ou de savants de haut rang, formellement astreints au secret le plus absolu concernant leurs observations anatomiques. Le contenu exact de ce que les experts constataient lors des vérifications de pureté sanguine demeure totalement inconnu, car les comptes rendus de ces examens comptent parmi les documents les plus rigoureusement expurgés et effacés de l'histoire prémoderne. Ces disparitions d'archives ne portent pas la marque du hasard ou de destruction accidentelle causée par des incendies ou des inondations ordinaires, mais témoignent d'un processus d'essaimmement sélectif et ciblé. Dans les rares dépôts d'archives historiques encore accessibles aux chercheurs indépendants, l'absence même de ces documents est consignée de manière paradoxale à travers des inventaires des index de manuscrits disparus. Les textes secondaires font fréquemment référence des sources primaires capitales qui se révèlent introuvables aujourd'hui, ce qui constitue une anomalie majeure dans la gestion des fonds documentaires d'Europe et d'Asie. Les pertes historiques habituelles se caractérisent par leur nature aléatoire, un sinistre détruisant l'intégralité d'un bâtiment ou d'une collection sans distinction de contenu, tandis que les registres de vérification des lignées royales présentent un schéma de disparition chirurgicale. Cette absence systématique et globale de données concernant la physiologie des dirigeants suggère qu'une opération de nettoyage mémoriel d'une envergure sans précédent a été menée simultanément à travers le monde pour masquer des caractéristiques biologiques impossibles intégrées dans le récit officiel de l'humanité. Ce phénomène met en lumière un problème de coordination à l'échelle planétaire que les théories historiditionnelles sont totalement incapables de résoudre de manière rationnelle. Il ne s'agit pas d'une réécriture locale limitée à un ou deux royaumes isolés, mais d'une transformation simultanée de toutes les grandes structures de pouvoir de la Terre au cours d'une fin temporelle extrêmement étroite. Cette réinitialisation généalogique et cette reconstruction des récits de légitimité se manifestent aussi bien dans les empires réorganisés d'Asie que dans les nouvelles administrations coloniales des Amériques, ou encore au sein des sultanats restructurés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. On demande à la recherche moderne d'accepter l'idée que ces civilisations séparées par des océans auraient opéré de façon totalement indépendante la même purge documentaire pour aboutir à l'émergence d'une nouvelle classe de dirigeants dotés de titres redéfinis mais conservant des prérogatives ancestrales. La logique élémentaire suggère qu'une telle simultanéité dans la gestion de l'information historique universelle requiert l'existence d'un réseau organisationnel d'une efficacité et d'une longévité exceptionnelle. Une structure capable d'exécuter un projet de remplacement historique d'une telle ampleur ne correspond à aucun gouvernement connu ou armée régulière répertoriée par la science politique moderne, mais évoque plutôt l'action concertée d'une alliance familiale et sanguine unie par la nécessité absolue de protéger un secret biologique partagé. C'est à ce point précis que les recherches sur la Tartarie et les anomalies généalogiques convergent de manière troublante.
La civilisation regroupée sous le nom générique de Tartarie par les cartographes des XVIe et XVIIe siècles n'était peut-être pas la confédération nomade et primitive dée par le census académique actuel, mais une puissance hautement organisée, dotée d'une architecture monumentale et d'une élite dont les caractéristiques défiaient les normes biologiques ordinaires. Les rares fragments textuels rescapés des censures successives, comprenant des récits de voyage, des registres de commerce ou des correspondances missionnaires ultérieurement expurgées, décrivent les chefs tartares avec des détails morphologiques singuliers et concordants. Ces écrits mentionnent fréquemment des statusures physiques largement supérieures à la moyenne humaine à l'époque, ainsi que des traits faciaux que les observateurs contemporains peinaient à classifier au sein des catégories raciales européennes ou asiatiques de l'époque. Plus troublant encore, certaines notes marginales évoquant l'existence d'examens corporels imposés aux dirigeants tartares qui suivaient des protocoles rituels en tout point identiques à ceux pratiqués au sein de la noblesse d'Europe occidentale. Cette gémellité des pratiques et rituels et du secret imposait renforce l'hypothèse d'une matrice originelle commune, dont les traces matérielles ont été méthodiquement retirées des archives publiques de plusieurs continents par une volonté centralisée. Ce silence assourdissant qui pèse sur les origines du pouvoir mondial n'est pas le fruit d'un oubli passif, mais le résultat direct d'une décision politique et historique majeure prise il y a environ 2 siècles par un réseau d'influence globale. Cette instance a déterminé ce que l'humanité moderne serait autorisée à savoir concernant ses propres prédécesseurs et la nature véritable des individus qui occupent le sommet de la pyramide sociale. Si l'expression « sang bleu » n'était qu'une simple image littéraire, si les anomalies crâniennes de la peinture de cour n'étaient que de simples artifices stylistiques, et si les récits antiques de souverains hybrides n'étaient que de la pure fiction, la nécessité d'un tel effort de dissimulation coordonné à l'échelle de la planète perdrait toute justification logique. L'accumulation de ces indices dessine les contours d'une vérité occultée, incitant la recherche indépendante à poursuivre l'exploration de ces zones d'ombre pour élucider l'énigme de ceux qui nous gouvernent. Thank you for watching. Ando forget to like and subscribe to support me dark and mysterious history content.